Alors, je pense que ces remarques peuvent nous aider à remettre à plat, et j'en terminerai par là, à remettre à plat notre discussion ou notre réflexion sur l'identité, la culture et ces fameuses aires culturelles, ce qu'on appelait jadis des civilisations, que l'on a tendance à définir de manière essentialiste. Les pays arabo-musulmans, l'Afrique noire, on disait parfois, l'Amérique latine, l'Asie, etc. La définition de ces aires culturelles ou de ces civilisations ne renvoie pas à leur essence supposée. Elle renvoie à un événement qui est en réalité leur définition historiquement située. Et on sait bien comment ces aires culturelles, et là je vous renvoie à mon papier de Daossé, je ne veux pas être trop long, ou un papier que j'ai écrit sur le site, dans la revue du FASOPO, du Fonds d'analyse des sociétés politiques, que vous pouvez regarder en ligne. Ces aires culturelles, elles ont été définies à un moment très précis, qui était le 19e siècle et le 20e siècle. Donc au moment de l'expansion impériale ou impérialiste, comme vous voulez, de l'Occident. Alors, la version savante, c'est l'orientalisme, où effectivement le travail conjoint des érudits, des savants occidentaux et de leurs partenaires de ces différentes sociétés ont construit de grands monuments. Par exemple l'hindouisme et la civilisation hindouiste, la civilisation javanaise, etc., etc. Et ont eu tendance à essentialiser ces civilisations, à en faire des réalités atemporelles, hein, un peu en dehors de l'histoire, alors que naturellement, toutes ces sociétés ont toujours été des sociétés historiques, y compris les sociétés africaines, dont un certain Hegel, repris par Victor Hugo, et en bas de gamme, repris par Henri Guénaud, plume de Nicolas Sarkozy, ont affirmé qu'elles étaient des sociétés sans histoire. C'est un poncif hegelien et qui a fait Flores, et qu'on a souvent d'ailleurs détourné de la pensée hegelienne, mais enfin peu importe. Donc là, on a une Afrique subsaharienne qui a été déconnectée de son environnement en réalité, et qui notamment a été construite sous la forme d'un isolat anhistorique, en dehors de l'histoire. Alors que les historiens savent très bien que l'Afrique subsaharienne, et notamment l'Afrique sahélienne, ne peut être pensée que dans son rapport au Maghreb. Le Sahara, qui a été postulé comme étant une espèce d'obstacle naturel, a toujours été une autoroute. Et c'est bel et bien parce que les idéologues de la colonisation l'ont oublié qu'ils sont aujourd'hui effrayés par les flux migratoires qui traversent le Sahara. Le Sahara a toujours été une autoroute, a toujours été un grand espace de circulation. L'Afrique orientale a toujours été en symbiose avec l'océan Indien. Quand Vasco de Gama arrive sur la côte de l'Afrique orientale, c'est un pilote somalien qui lui fait traverser l'océan Indien. Parce que l'Afrique orientale a toujours vécu en symbiose avec le Golfe, avec le sous-continent indien. L'Afrique subsaharienne n'a jamais été déconnectée. Et pour ceux d'entre vous qui connaissaient le Sahel, vous savez que on parle beaucoup de Tombouctou, mais il y a également toutes les oasis de Mauritanie, ont été elles aussi en symbiose avec ce fameux Andalous, et en particulier avec la ville sainte de Fès. Donc, ces aires culturelles, elles ont été construites idéologiquement dans le contexte géostratégique de l'expansion de l'Occident. On pourrait faire exactement la même démonstration du Moyen-Orient, qui a été, l'expression a été inventée par un amiral américain, et a été le concept géostratégique des Américains, mais également des Britanniques,
dans le contexte du grid game entre la Russie et l'Angleterre tout au long du 19e siècle, donc la fameuse volonté de la Russie d'atteindre les mers chaudes et de couper la route entre l'Angleterre et l'Inde, hein, qui était également le projet de Napoléon de Bonaparte lorsqu'il lance son expédition d'Égypte à la fin du XVIIIe siècle. Et c'est également toute la problématique du pétrole. Et d'ailleurs, ce Moyen-Orient, il a eu des frontières extrêmement mouvantes. L'Amérique latine, la notion d'Amérique latine a été inventée par deux latino-américains à Paris, quand ils étaient en séjour à Paris. Donc il faut bien voir que ces notions, ces aires culturelles sont des constructions idéologiques, et sont des constructions idéologiques très largement occidentales, même si généralement elles ont été élaborées par des partenariats érudits, entre érudits occidentaux et érudits des sociétés concernées. Quand vous raisonnez politiquement sur ces zones, vous êtes dans la difficulté pour les définir. En fait, moi, je me suis livré à cet exercice à la demande un jour de l'Agence française de développement qui était embarrassée parce que la Banque mondiale venait de dissoudre son département MENA, donc Moyen-Orient, Afrique du Nord, et elle se demandait si elle devait faire la même chose. Et là, ils se sont posé la question en disant, au fond, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui nous lie dans le département MENA? Donc, ils ont demandé à un chercheur, en l'occurrence moi, d'essayer de leur dire pourquoi ils étaient ensemble. Alors, le département MENA, vous ne pouvez pas le définir objectivement par l'économie. Les pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord commercent très peu entre eux. Vous ne pouvez pas le définir politiquement. Tous ces pays se détestent largement, en dehors même du conflit israélo-palestinien, mais vous avez un conflit structurel entre la Syrie et l'Irak, vous avez un conflit structurel entre le Maroc et la Tunisie, etc., etc. Vous n'avez aucune unité politique. On parle parfois de monde arabo-musulman. Ça, c'est un monstre sémiologique, parce que ce qu'on appelle l'espace arabo-musulman n'est pas peuplé que d'Arabes. Vous avez des Kurdes, vous avez des Berbères, vous avez des Juifs, etc. Et n'est pas peuplé que de musulmans. Vous avez des Palestiniens arabes qui sont chrétiens, vous avez des Maghrébins généralement berbères d'origine, dans la très longue durée, qui sont juifs, etc., etc. Donc le terme d'arabo-musulman ne veut strictement rien dire, ou plus exactement, il veut dire quelque chose de très politique, et on revient à ce que je disais tout à l'heure, à ce que je soulignais tout à l'heure. Quand vous êtes en Algérie et que vous parlez de l'Algérie arabo-musulmane, cela met en avant effectivement deux conceptions de la citoyenneté algérienne qui procède par exclusion. Exclusion des chrétiens, exclusion des juifs, c'est grosso modo ce qui s'est passé en 1962, mais également relégation des berbères, qui ne sont pas arabes, à une position subalterne. Et c'était effectivement la définition de l'algérianité par Ben Badis, un alim réformateur de l'entre-deux-guerres, qui disait que l'Algérie était, sa langue était l'arabe, sa religion était l'islam, et donc il y avait une définition arabo-musulmane de l'Algérie. Mais c'est un choix politique, et c'est un choix politique qui procède par exclusion. Donc, vous n'avez aucune définition de la zone MENA objective, selon des critères objectifs, d'ordre économique, religieux, ethnique, etc. Et la réponse que j'ai apportée à mes interlocuteurs de l'AFD a été la suivante, ça les a un petit peu mis mal à l'aise. J'aurais dit, ce qui vous réunit, c'est le sang versé, le sang de la purification ethnique. Et au fond, la seule unité de votre région, MENA, c'est le basculement d'un monde d'empire, essentiellement l'empire ottoman, accessoirement l'empire Kadjar, l'empire des Habsbourg, les empires coloniaux, bien entendu, britanniques et français. Donc c'est le passage d'un monde d'empire qui gouverne par la différence
et qui reconnaît le pluralisme religieux, linguistique, etc., etc., à un monde d'État-nation qui est centralisé et qui met en avant une définition ethno-confessionnelle sur le mode de l'invention de la tradition, de la citoyenneté. C'est-à-dire, et si vous prenez par exemple tous les États post-ottomans, ils ont procédé de cette manière-là. Et le passage de l'un à l'autre a un mode opératoire qui est la purification ethnique. Alors vous l'avez version hard, le génocide, notamment des Arméniens. Vous avez la version semi-soft, on réprime suffisamment pour pouvoir assimiler culturellement. C'est grosso modo ce qui s'est passé en Turquie avec les Kurdes. Vous n'avez pas eu de purification ethnique à l'encontre des Kurdes. Vous avez eu répression lorsqu'ils ont eu la prétention de se définir comme Kurdes et de parler le kurde. Mais quand ils se considéraient comme Turcs, ils pouvaient finir chef d'état-major de l'armée turque. Il n'y avait aucun problème. Vous avez des versions intermédiaires. On en tue suffisamment pour que les autres partent. C'est grosso modo ce que Milosevic a fait dans la Yougoslavie des années 1990. Et c'est également ce que les sionistes ont fait avec les Palestiniens au moment de la déclaration d'indépendance d'Israël. Et vous voyez que cette histoire, elle n'est pas terminée. C'est exactement l'histoire de l'Irak aujourd'hui, et c'est très largement l'histoire de la Syrie également. Donc nous sommes, à l'aune du MENA, le seul dénominateur commun, c'est effectivement ce passage d'un monde d'empire à un monde d'État-nation qui a reposé sur des opérations de purification ethnique pour faire valoir une citoyenneté d'orientation ethno-religieuse, mais la religion, naturellement, en l'occurrence, est une construction politique. Et parfois, vous avez des paradoxes, comme par exemple le Parti communiste bulgare, qui dans un premier temps, après la Seconde Guerre mondiale, écrase, bien entendu, l'Église orthodoxe, monocéphale, et qui ensuite l'utilise dans la mise en œuvre de sa domination, en faisant des vrais Bulgares, les orthodoxes bulgares, par opposition aux turcophones musulmans, avec une opération de purification ethnique dans les années 1980. Donc tous les pays que vous pouvez considérer dans la région correspondent peu ou prou, avec des variantes dans l'intensité de la purification ethnique, sur cette équation, on pourrait dire, génétique. Alors, pour finir, il reste une énigme, et ça sera ma dernière provocation peut-être, ma dernière incitation à discuter. Il reste une énigme si nous sommes devant un processus d'invention identitaire. Pourquoi cela marche-t-il aussi bien et quelle est au fond la logique de cette invention de l'identité ou de la culture? Et là, je voudrais vous amener à penser les 2 derniers siècles de notre monde, dans sa globalité, sous la forme d'une triangulation. Et cette triangulation, elle va vous prendre un petit peu à rebrousse-poil parce qu'elle va à l'encontre de tous les lieux communs sur lesquels repose une bonne part des sciences sociales du politique et l'essentiel du débat public aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons le sentiment qu'il y a un jeu à somme nulle entre ce que l'on appelle la globalisation et l'État-nation qui serait la victime, notamment du point de vue de sa souveraineté, de la globalisation, et au fond l'identité, puisque notre identité est mise en cause par la globalisation, en même temps que la souveraineté de notre État et de son identité nationale. Donc on a un peu tendance à penser les 3 termes de cette équation sous la forme d'un jeu à somme nulle. La globalisation est contre l'État, nation, et simultanément contre notre identité. Et je vous invite à faire une révolution copernicienne et à penser ces 3 termes, ces 3 principes, sur un mode synergique. Les 3 choses vont ensemble. D'abord, ce qu'on appelle la mondialisation, qui en réalité est
est une série d'effets d'intégration du monde, mais disparates, et qui parfois d'ailleurs sont plus ou moins contradictoires les uns par rapport aux autres. Et vous avez une globalisation financière, une globalisation marchande, une globalisation de la force de travail, mais donc vous voyez bien qu'elle est beaucoup plus contrainte que les deux autres. Vous avez une globalisation scientifique, vous avez une globalisation religieuse, avec par exemple l'évangélisation, les pentecôtistes, etc. Bon, mais vous avez toute une série d'intégrations du monde. Mais simultanément, vous avez eu l'universalisation de l'État-nation à partir du 19e siècle. Et les deux vont ensemble. Par exemple, 1848, c'est simultanément le printemps des peuples, des révolutions nationales, et le triomphe du libre-échange. 1990, c'est la chute de l'Union soviétique, mais l'Union soviétique ne se dissout pas dans le capitalisme. Elle donne naissance à un système régional d'État-nation ô combien nationaliste. Et le troisième paradoxe, c'est que ce qu'on appelle l'identité, c'est l'idéologie de cette globalisation. Et l'identitarisme ou le culturalisme, par exemple sur le mode de l'orientalisme, c'est le fruit de cette globalisation capitaliste et beaucoup d'autres choses du 19e siècle et du 20e siècle, et simultanément de l'État-nation, qui va par exemple se penser sur un mode ethno-religieux, comme je viens d'essayer de le dire à propos de Ménard. Donc, je pense que nous comprendrions mieux ces notions et surtout l'historicité, le caractère historique de ces notions de culture et d'identité, si nous les mettons à la lumière de cette triangulation entre des effets d'intégration du monde, un effet d'universalisation de l'État-nation et le développement de l'identitarisme comme idéologie à la fois de la mondialisation économique et de l'État-nation. Et un personnage comme Emmanuel Macron est très révélateur sur ce plan, parce qu'il est clair que sur le plan économique, il est néolibéral et donc partisan de la globalisation, en particulier financière, mais dans le même temps, il a une conception très régalienne de l'État-nation français, et il va, dans sa pré-campagne électorale, célébrer Jeanne la Pucelle à Orléans et rendre visite au Puy du Fou. C'est-à-dire qu'il est vraiment dans l'identité nationale, dans l'identitarisme national, et il met en œuvre, en matière d'immigration, une politique qui est exactement en plus dur, celle de Nicolas Sarkozy. Donc vous voyez qu'Emmanuel Macron est vraiment un personnage qui est lui-même complètement triangulé entre la globalisation ou la mondialisation économique et financière et beaucoup d'autres choses, la reconduction de l'État-nation sur un mode un peu Louis XIV et l'exaltation de l'identité nationale. Et je crois que il faut nous apprendre, il faut nous habituer à penser cette triangulation pour mieux comprendre les effets de ce que je n'aime pas appeler la culture ou l'identité. Jean-François Bayard, merci. Merci beaucoup pour votre intervention, à la fois votre présentation très claire et précise. Je vais tout de suite laisser la parole à la salle. Pardon. Est-ce qu'il y a des questions pour Jean-François Bayard? Je vais chercher le micro d'ailleurs. Question ou objection, hein, on est là pour discuter. Et je vous rassure tout de suite, je ne crois jamais qu'à la moitié de ce que je dis, c'est de la bonne hygiène mentale. Donc...